Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver en cette rentrée, juste avant, pas refaire l'émission et la séquence d'avant, sur l'or, possiblement en direction des 3000 $ au plus haut historique. Ça vous inspire quoi? Je suis d'accord sur la détermination monétaire. Enfin, la création monétaire n'a aucun effet sur l'inflation et elle a un effet sur les prix des actifs. Et donc quand vous avez une quantité de monnaie qui a considérablement augmenté. Rappelez-vous que la quantité de monnaie dans les bilans des banques centrales a doublé entre 2019 et aujourd'hui. Eh bien, vous le retrouvez dans les prix de l'immobilier, dans les cours boursiers et dans les prix des autres actifs, dont l'or. Et donc, effectivement, il faut avoir une approche monétaire il faut avoir de l'or des prix des actifs. Dans son patrimoine, dans son portefeuille aujourd'hui. Quand on a un portefeuille diversifié, on a de l'immobilier, on a des actions, des obligations, des produits structurés, du non-coté et aussi de l'or. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de revenus associés à l'or, et donc c'est uniquement la plus-value. On se base sur la plus-value. Donc normalement, c'est une pénalisation. Je crois que le boom de l'or aujourd'hui, il est lié effectivement à l'anticipation de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, en Europe, etc. Et il est lié à le moindre enthousiasme pour acheter des actions qu'on voit partout dans le monde, en particulier le moindre enthousiasme pour les valeurs de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu un report des actions vers d'autres actifs, dont l'or. Il est aussi assez intéressant de voir que les prix de l'immobilier augmentent fortement aux États-Unis. C'est vrai ça? Ah, oui, Depuis quand? Depuis le début de 2023. Et sur l'année 2023, les prix de l'immobilier ont augmenté de 8% et ils continuent à augmenter. Et donc, il continue à avoir des achats d'immobilier liés à l'abondance de la liquidité. Malgré les taux de crédit immobilier aux États-Unis, oui, je sais pas, on est à 7 ou 8% quand on est un particulier qu'on s'endette. Oui, mais si vous regardez les enquêtes de la Réserve fédérale, il n'y a plus de dépression de la demande de crédit immobilier ou de dépression de l'offre de crédit immobilier, qui est aujourd'hui le marché des crédits immobiliers est revenu à la normale. Et donc les acheteurs se sont habitués à avoir des taux d'intérêt, effectivement, autour, enfin, ils ont baissé, mais enfin, entre 6,5% et 6,75% sur les crédits immobiliers. Les placements phares, stars de cette année, c'est quoi? C'est l'or, 20% de hausse depuis le début de l'année. Le Bitcoin, on est à 30%. Toujours Nvidia, Wall Street. Schneider et Safran qui sont cotés sur le CAC 40 qui sont à plus 20%. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de... Je crois qu'on va revoir... on a vu beaucoup les valeurs de croissance, les GAFA par exemple aux États-Unis. On va revoir les autres actions. Et donc, il va y avoir un rééquilibrage entre les quelques valeurs liées à l'intelligence artificielle et les autres actions. Et donc, je pense qu'on aura une bonne performance boursière, mais plutôt alimentée par le reste de la cote et pas... Sur les prochains trimestres. Sur cette année, oui. Parce qu'on a eu un écartement, si vous regardez les grosses values, par exemple, les valeurs de croissance ont vraiment incroyablement augmenté par rapport aux valeurs de value. Et on va avoir un rééquilibrage entre grosses et value. Ce qui est plutôt sain. Ce qui a déjà commencé. Si vous regardez, vous pouvez avoir des indicateurs. Par exemple, l'indicateur le plus rustique, c'est le ratio de l'indice Nasdaq à l'indice S&P. Parce qu'il y a beaucoup plus de tech dans le Nasdaq, et vous voyez un rééquilibrage en faveur du S&P. Donc on va avoir une reconvergence entre les quelques valeurs liées à l'intelligence artificielle qui vont plafonner et le reste des indices. Alors, alimenté, pardon, Patrick, par les baisses de taux, alimenté par le nouveau cycle monétaire dans lequel on est rentré. Alimenté par la croissance américaine. On a appris aujourd'hui qu'elle était de 3% annualisée au deuxième trimestre. Donc, il n'y a pas du tout de récession aux États-Unis. On nous annonce des récessions aux États-Unis depuis quelques trimestres. L'emploi est en train de freiner. Oui, l'emploi, enfin, si vous lissez les choses, il y a 150 000 emplois. La hausse du chômage aux États-Unis, ce n'est pas la faiblesse de l'emploi. C'est l'inondation d'immigration.
Hein, quand vous regardez, il y a eu 3 millions d'immigrés en net aux États-Unis en 2023. Le marché américain ne peut pas absorber 3 millions d'immigrés sur un an. Et donc, il y a la hausse du chômage, qui est un peu au-dessus de 4% aujourd'hui, n'est pas un reflet de la faiblesse de l'économie américaine. Donc, on a tort de s'alarmer sur le possible freinage puissant de la croissance américaine. Alors, il y a l'élection. Hein, et donc, on ne sait pas du tout, enfin, en gros, Trump et Harris sont à l'égalité. On ne sait pas du tout qui va gagner l'élection américaine. Ça sera une politique économique extrêmement différente selon que Trump ou Harris gagne. Trump, ça sera une politique pro-énergie fossile, une politique protectionniste avec des droits de douane sur toutes les importations américaines. Harris, ça sera une politique sociale, hein, une politique de type social-démocrate. Donc ça aura des effets, et en particulier des effets sectoriels extrêmement différents. Juste retour sur la France, parce qu'on était à la REF du MEDEF la semaine dernière. Le président du MEDEF, Patrick Martin, me disait qu'il trouvait les entrepreneurs inquiets mais pas résignés. Il y a cette fébrilité, cet attentisme, et en même temps, quand on voit les chiffres macro tels qu'ils sont sortis, on a eu plus 0,3 au premier trimestre, vous me direz... 0,2, ça a été révisé. Plus 0,3 au premier trimestre, oui, 0,2 révisé au deuxième trimestre, mais ça nous mène au 30 juin. Depuis, le moral des chefs d'entreprise a baissé, mais c'est repris depuis. Comment on analyse cette conjoncture en cette rentrée sur la France? Le vrai problème, c'est la technologie qui sera utilisée pour réduire le déficit public. On a 3% de PIB de déficit public primaire, hein, c'est-à-dire hors intérêt sur la dette. Ouais. Si on veut stabiliser le taux d'endettement public, il faut l'amener à 0. Je passe les détails des calculs. Ça fait 80 milliards. Donc oui, mais... si vous baissez les dépenses ou si vous augmentez c'est un effet récessif. C'est un effet récessif. Et en général, on dit que pour 1 euro de hausse des impôts ou de baisse des dépenses publiques, on ne récupère que 50 centimes. Mais c'est horrible, ça veut dire 80 plus la moitié, et donc ça veut dire 160 milliards de baisse, alors sur 5 ans, 7 ans. Hein, c'est très théorique, ça, je veux dire. Ah oui, non, on va le faire. On va le faire parce qu'il n'est pas question que les Européens acceptent que la France reste avec des déficits publics. Et puis, il y aura de la discipline de marché. Et donc, il va falloir qu'on annonce qu'on va le faire et qu'on dise comment on va le faire. Pas sûr que Bernard Cazeneuve annonce ça va. À supposer qu'il soit évidemment nommé Premier ministre. Hein. Il n'aura pas le choix. Je veux dire, il y aura une énorme pression des autres Européens et il y aura une pression des marchés. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de pression des marchés aujourd'hui. On a pris 25 points de base, ce qui n'est pas une affaire. Quoi. On est quoi? On n'est même pas à 3% sur le 10 ans français. Oui, on a 68 points de base ce matin, 69 points de base d'écart de taux avec l'Allemagne. Ouais. Mais il n'y a rien de dramatique. Hein. Oui, mais je pense que les marchés attendent. Quand on parle aux investisseurs étrangers, ils disent « Bon, vous avez toujours le même président ». Qui est hostile aux hausses d'impôts, qui est hostile à la réforme, à l'annulation de la réforme des retraites. Je pense qu'ils font des illusions sur la politique qui sera menée par quelque Premier ministre que ce soit. Ce Premier ministre aura une pression très forte pour réduire, alors pas en un an, pour réduire le déficit public. Et donc, il faut trouver 6 points de PIB, en gros, sur 5 ans ou 7 ans. Et donc... je ne suis pas sûr que les marchés anticipent et que le patronat anticipe que les effets de contraction de l'activité que ça va avoir. Et donc on dit quoi? On dit que là, aujourd'hui, où on se parle, la croissance française sur 2024, on va faire a priori tranquillement nos 1% de croissance. Plus avec un effet de base positif, 1, 2, 1, 3. On a 0,9 d'acquis de croissance. Oui. On va faire 1, 2, 1, 3, ça va, c'est pas non plus... Oui, mais pour l'instant, alors on n'a pas les chiffres détaillés, mais le président de la Commission des finances a dit que les chiffres de recettes fiscales du premier semestre étaient mauvais. Donc probablement le déficit public est au-dessus de 5,1% du PIB. Ça veut dire que le déficit primaire est au-dessus de 3 points de PIB. On ne peut pas rester avec une tendance où le taux d'endettement public augmente de 3 points chaque année. Quoi. Je veux dire, à un certain moment, il va falloir casser cette tendance de hausse du taux d'endettement public. Et donc, je pense qu'il y a le même problème en Italie. Hein, et l'Italie part même d'une situation encore plus dégradée en termes de déficit public. Donc, la France et l'Italie vont devoir serrer... donc, quel que soit le Premier ministre, parce qu'on pardon... Quel que soit le Premier ministre, il
Alors, la technologie utilisée, si on avait eu les leviers. Lucie Castet, il y aurait eu de très très fortes hausses des impôts. Probablement, un Premier ministre social-démocrate ou centre-gauche utilisera un mix entre hausse des impôts et réduction des dépenses publiques. Mais il ne peut pas y avoir pas d'action sur le déficit public de la France. Parce que sinon parce que sinon, les marchés financiers et l'Europe ne l'acceptera pas. La France est en procédure de déficit excessif. Mais c'est la France, disait Jean-Claude Juncker. Oui, mais non. Si vous parlez, quand même, si vous parlez aux Hollandais, aux Belges, aux Autrichiens, aux Finlandais, aux Espagnols, et qui ont fait beaucoup d'efforts pour réduire leur déficit public, ils n'accepteront pas une exception française. Il se passera quoi Il se passera que la France sera de plus en plus fermement condamnée, et puis que les marchés financiers finiront par écarter progressivement le spread de taux vis-à-vis de l'Allemagne. Et il suffirait d'annoncer un programme sur 7 ans de réduction. D'autant que l'Europe, maintenant, les nouvelles règles européennes permettent un ajustement sur 7 ans. 7 ans, à condition qu'il y ait comme ingrédient des choses qui améliorent la croissance potentielle et la soutenabilité de la dette publique, mais ça sera le cas. Donc on a 7 ans pour réduire ex post, compte tenu de l'effet sur l'activité, probablement de 5 à 6 points de PIB. C'est d'une rare violence. Et donc, ça reste très violent. Ça fait 0,7, 0,8 points de PIB par an. Donc ça fait 20 milliards. 20 milliards par an. Il faut trouver 20 milliards tous les ans avec un mix impôt. Et on augmente quoi comme impôt alors ? Parce que pour Lucie Castet, ce n'était pas l'impôt pour le commun des mortels. Non, mais Lucie Castet, elle a augmenté massivement les dépenses publiques, donc on n'est pas dans ce même contexte. On augmente quel impôt ? Il faut augmenter les impôts qui font le moins mal à l'investissement, à l'attractivité, etc. Donc déjà, il y a la piste qui commence à être bien discutée de TVA sociale. Vous augmentez la TVA et vous baissez les cotisations sociales des salariés. C'est un levier très de droite, ça. C'est la droite qui soutient ça. Oui, non, pas forcément, mais et ça a un effet de dévaluation, parce que la TVA est déductible sur les exportations, donc c'est équivalent d'une dévaluation. Et puis vous pouvez avoir une hausse de la TVA qui soit plus forte, qui laisse un net positif sur cette manipulation. Il y a la piste de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui ont des résultats très importants ou très en hausse. Et il y a la piste de la taxation des revenus sur la toute petite minorité de Français pour lequel le taux d'imposition est très bas. Vous savez que le taux d'imposition est très très bas. Alors c'est 1000 Français, mais qui ont un revenu très élevé. Les 1000 plus riches. C'est les 1000 revenus plus élevés ont un taux d'imposition de l'ordre de 25%, alors que si vous allez avant, c'est plutôt l'imposition sur le revenu, c'est plutôt 45%. Donc il y a une anomalie. Parce que ces gens-là n'ont pas de revenus salariaux. Ils ont des revenus de sociétés et d'entreprises. Exactement. Il y a combien à tirer là-dessus ? Alors, imaginons qu'on c'est quelques milliards, c'est pas énorme. Mais enfin, il va falloir faire... Et puis, il va falloir faire une révision des dépenses. Par exemple, les dépenses de santé. Les dépenses de santé sont 1,5 point du PIB au-dessus de la moyenne européenne. Mais la qualité de la protection de la santé française est mauvaise. Vous savez qu'il y a 12% des Français qui vivent dans des déserts médicaux. Il y a 70% des Français qui ont dû renoncer à se faire soigner par le fait qu'ils ne pouvaient pas trouver de médecin, je veux dire. Et donc, il faut avoir à la fois une approche d'améliorer la qualité de la santé, mais d'essayer de faire des économies sur la dépense de santé. Vous ne ferez pas d'économies sur le militaire, vous ne ferez pas d'économies sur la justice, vous ne ferez pas d'économies sur l'éducation. Et puis, il y a la question des retraites. Alors, la question des retraites, on parle de 3 points de PIB d'écart entre la dépense de retraite en France et la dépense de retraite dans les autres pays européens. On explique comment d'ailleurs ? Qu'on explique en partie par le taux d'emploi. Il y a un taux d'emploi de 36% pour les plus de 60 ans en France, alors qu'il est... C'est vraiment l'alpha et l'oméga, le taux d'emploi, parce que c'était aussi le pari... Alors, c'est pas que le taux d'emploi des retraités, c'est aussi le taux d'emploi des jeunes. Et donc, les jeunes Français rentrent sur le marché du travail à peu près à 23 ans.
il rentre à 21 ans, par exemple, en Allemagne. Donc ça fait aussi une vraie différence sur la capacité. Et sur le taux d'emploi, à la fois pour les jeunes et pour les seniors, si on était à un niveau plus compatible avec ce que font nos voisins européens, parce que c'était aussi le projet d'Emmanuel Macron de réduire les déficits aussi via l'augmentation du taux d'emploi. Alors le taux d'emploi en France augmente, mais l'écart entre la France et les autres pays ne se réduit pas. Hein. Et donc il y a à peu près 10 points de déficit de taux d'emploi en France par rapport aux autres pays européens. Si vous avez un taux d'emploi 10 points plus élevé, enfin rêvons, vous auriez 14% d'emploi en plus, hein, parce que le taux d'emploi est 70%, et vous auriez à peu près, parce que ce sont des emplois moins qualifiés que la moyenne, au moins 10% de PIB en plus, et vous auriez 5 points de PIB, de recettes fiscales en plus. Donc vous auriez l'équilibre public aujourd'hui, et donc vous auriez une capacité à augmenter les dépenses publiques. Donc effectivement, il ne faut prendre aucune mesure au minimum qui fasse baisser le taux d'emploi. C'est pour ça que les projets de réforme du système de retraite, à mon avis, on peut donner aux partenaires sociaux un mandat pour proposer une réforme du système de retraite. La réforme du système de retraite a été rejetée par l'ensemble des partenaires sociaux, donc ce n'est pas normal. Mais il faudrait que ce mandat soit conditionné à l'absence d'effet négatif de la réforme proposée sur le taux d'emploi. Avant de se quitter, Patrick, le CAC 40, il faut qu'on en parle. Il a effacé quasiment tous ses gains depuis le début de l'année. On était à 8240. On est à 7610. 7600 quelque chose. On a tapé les 7000 pendant les vacances. Les indices européens sont quasiment 10 points au-dessus du CAC 40. Même le DAX est à peu près à son niveau plafond. L'indice parisien souffre de cette crise politique, toujours. Oui, et alors, il y a comme 25 points de base de taux d'intérêt à long terme en plus, ce qui explique quelques points de baisse du CAC. Donc ça contribue. Hein. Ça explique probablement 250 à 300 points de baisse du CAC. Hein. Le fait qu'on ait plus 45 points de base, mais 70 points de base d'écart de taux avec l'Allemagne. Il en reste encore 300. Et puis, il y a l'incertitude politique. Et honnêtement... Justifié ou pas? Parce que les boîtes du CAC 40 font 20% de leur chiffre d'affaires en France. Donc oui, mais enfin, si vous avez une fiscalité très déraisonnable sur les entreprises, par exemple, l'annulation de la flat tax, hein, du prélèvement libératoire à 30%, aura un effet considérablement négatif sur le CAC, parce que ça découragerait tous les Français individuels d'acheter des actions, quoi. Donc, il y a une incertitude de politique économique, et en particulier de politique fiscale. Qui justifie cette désaffection au CAC 40. Qui justifie. Et même le pricing actuel du CAC 40. Oui, et je pense que même quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, il devra avoir une politique très restrictive avec un mélange de baisse des dépenses publiques et de hausse de la pression fiscale qui n'est probablement pas dans les anticipations de marché aujourd'hui. Et le scénario d'une crise de la dette française, il a été, en tout cas pour l'instant, écarté par les marchés. En tout cas, ce risque paraît très éloigné quand même. D'abord, il y a le fameux TPI, le Transmission Protection Instrument. De la BCE. De la BCE. La BCE peut acheter une quantité illimitée de la dette. Il ne faut pas être sous procédure de déficit excessif. Ou on peut être sous procédure de déficit excessif à condition qu'on mène des politiques qui vont ramener la soutenabilité de la dette publique. Donc en gros... Ça veut dire passer sous les fourches codines de Bruxelles. En gros, vous déposez un programme sur 5 ans ou 7 ans de retour à un déficit en dessous de 3%, quoi, je veux dire, et vous avez droit au TPI. Les marchés financiers croient que... in fine, alors, on a des conversations avec les investisseurs qui disent à quel niveau de spread avec l'Allemagne la BCE déclencherait le TPI. Alors c'est 150, 200 points de base. Bon, la BCE ne laissera pas faire défaut à l'État français. Mais probablement, ils pénaliseront. Donc, effectivement... Et le seuil d'alerte, c'est quoi alors? C'est 100 points de base, 150 points de base? C'est probablement entre 150 et 200 points de base. On en est loin là. Mais là, ça fera beaucoup de mal au marché boursier, hein, si on va à 150 points de base de spread. Et puis, ça serait conditionné, effectivement, cette mise en place d'une politique de retour à l'équilibre primaire. Qui n'a pas du tout été dans le débat politique lors des législatives. C'était un non-sujet. Hein. Les partis de gauche ont dit qu'ils
ils assureraient l'équilibre budgétaire, mais avec une hausse complètement déraisonnable de la fiscalité, quoi. Je veux dire, donc il va falloir trouver un mix entre hausse de la fiscalité et... en gros, c'est la dose, c'est ce qu'on calculait à l'instant. Si ça se fait sur 7 ans, ça fait une vingtaine de milliards, soit de hausse des impôts chaque année cumulé, soit de hausse des impôts, soit de baisse des dépenses publiques. Si on a un gros pourcent de croissance en volume, ça fait qu'on consacre pratiquement toute la croissance à la réduction du déficit public. Mais c'est socialement et politiquement insupportable, ça. Oui. Mais à nouveau, on ne peut pas imaginer que le taux d'endettement public de la France continue d'augmenter de 3 points par an. Peut-être que ça tient 1 an, peut-être que ça tient 2 ans, mais ça ne tient pas jusqu'à la fin des temps. Donc à un certain moment, il va falloir arrêter la dérive du taux d'endettement public. Pour l'instant, ça tient. Oui, mais à nouveau, les marchés financiers sont très optimistes sur la situation politique de la France et sur la capacité à préserver... personne ne fait ce calcul des 160 milliards ex post de réduction du déficit qu'il faudra faire. C'est monstrueux en même temps. Ah oui, c'est monstrueux. Enfin, les Italiens sont encore plus mal placés. Les Italiens ont 8% de PIB de déficit public. On peut pas imaginer... Enfin, on peut imaginer que ça dure comme ça pendant 1 ou 2 ans, mais on ne peut pas imaginer une situation de long terme où le taux d'endettement public de la France, alors que le taux d'endettement public des autres pays européens sera légèrement décroissant, continue à augmenter. Et donc, il y aurait un arbitrage de marché qui se déclencherait à un certain moment. Allez, merci pour cet entretien avec l'économiste Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Et puis à retrouver tout à l'heure, dès 14h en replay. Merci Patrick. Merci David.